Dans les rues de Saint-Pétersbourg, la fumée est visible à des kilomètres. Pendant la nuit, des drones ont touché plusieurs cibles, des attaques revendiquées par le président ukrainien. Parmi celles-ci figurait le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg. La distance entre la frontière ukrainienne et cette installation de l'industrie pétrolière russe qui sert les besoins de la guerre est d'environ 1100 km. Des cibles purement militaires situées sur la base de Kronstadt ont également été touchées. Aucune victime n'est à déplorer, mais le principal aéroport de Saint-Pétersbourg a dû fermer plusieurs heures, juste avant l'ouverture du traditionnel forum économique annuel de la Russie. 7 personnes sont mortes en revanche dans l'est de l'Ukraine occupée par Moscou, dans une frappe de drone ukrainien sur ce bus. Ces attaques interviennent après des frappes russes massives sur l'Ukraine ce mardi. Condamnées par les Nations Unies, celles-ci ont fait au moins 23 morts. Mercredi, c'est la ville de Soumy qui a été visée par des frappes russes. Il y a eu une très forte explosion. Nous nous sommes tous précipités dehors, pris de panique. L'immeuble voisin est complètement détruit. Toutes nos fenêtres ont volé en éclats. Bien sûr, tout le monde est terrifié. Ces derniers mois, l'armée russe a intensifié ses attaques en plein jour. Les Ukrainiens ont eux aussi multiplié leurs attaques, notamment de longue portée contre la Russie. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, l'Ukraine a repris environ 282 km² de territoire russe en mai, réduisant pour le 2e mois consécutif les zones contrôlées par Moscou. Et revenons donc sur l'image qui fait le tour du monde ce mercredi. Général Trinquant, bonjour à vous. Donc ce panache de fumée qui s'élève au-dessus de Saint-Pétersbourg alors que s'ouvre l'équivalent du Davos russe. Les Ukrainiens donc disent avoir frappé le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg. Ça veut dire qu'ils frappent là le portefeuille russe. Et il y a donc cette image plus symbolique avec l'ouverture de ce forum économique où Poutine est attendu. Oui, exactement. C'est un double objectif pour les Ukrainiens. Taper au portefeuille russe, comme vous le disiez. Les exportations de pétrole russe ont dû baisser parce que les raffineries, les capacités d'exportation russes ont singulièrement baissé après toutes ces attaques à longue portée ukrainiennes, mais aussi, bien sûr, le geste au moment où se réunit le forum à Saint-Pétersbourg. Ça montre la vulnérabilité de la Russie. Et je crois qu'on frappe à la fois le portefeuille, mais aussi l'image de la Russie, là où elle voudrait se présenter en grande puissance. Avec également l'illustration de la capacité des Ukrainiens à frapper loin et avec précision. Là, on a le sentiment que les drones font la différence. Oui, les drones font la différence parce qu'ils frappent beaucoup plus loin. Et puis, ça marque la capacité autonome de l'Ukraine de fabriquer elle-même ses drones et de cibler également directement, puisque ce sont des infrastructures fixes qui sont ciblées. Il n'y a pas besoin d'imagerie à jour extrêmement sophistiquée. Et donc, ce sont les moyens dont les Ukrainiens disposent, tout simplement en achetant des images sur les sites satellites commerciaux. Je le disais, le président Poutine est attendu à Saint-Pétersbourg. Il y aura un discours vendredi. C'est aussi pour les Ukrainiens une manière de montrer que le président russe est vulnérable. Oui, tout à fait. Vous imaginez, il réunit à Saint-Pétersbourg tous les ans tout ce qu'il peut inviter dans l'agenda international. Et ces gens arrivent au moment où Moscou est frappé près de là où se passe la réunion. Donc, merci. Et donc, c'est extrêmement pour lui, son image en prend un sérieux coup. C'est une vitrine extraordinaire, ce forum. Et là, la vitrine est sérieusement frappée. Alors, il y a 2 nuits, ce qui a marqué les Ukrainiens, c'est ce nombre record de missiles Iskander-M lancés par les Russes. On déplore 26 morts en Ukraine. Quelle est la particularité de cette arme, général ? Elles ont visiblement inondé le système antiaérien ukrainien.
Oui, alors les Russes utilisent en fait un mélange de drones Mm. et de missiles. Pour les drones, les Ukrainiens ont la capacité, avec des systèmes anti-drones très perfectionnés, d'arrêter ces drones. En revanche, les missiles, c'est beaucoup plus compliqué. Les drones volent lent et plutôt bas, alors que les missiles volent plutôt haut et très rapidement. Et là, il faut des moyens antiaériens importants dont l'Ukraine ne dispose pas actuellement, parce qu'il y a eu un tarissement de la source américaine. Peut-être le secrétaire général de l'OTAN est-il venu pour expliquer qu'il plaide la cause ukrainienne auprès des Américains, mais cela manque et les Européens ne sont pas en capacité de fournir tant de missiles antiaériens que cela. Il y a relativement peu de systèmes disponibles et surtout produits actuellement. Et les Ukrainiens, que l'on dit très ingénieux, est-ce qu'ils pourraient à leur tour produire ces missiles d'intercepteurs, ces intercepteurs pour contrer les Iskander? Il y a probablement la capacité, mais vous savez, l'industrialisation de ces missiles est extrêmement compliquée. On me disait qu'il faut plusieurs mois pour fabriquer un missile, avec des systèmes très complexes. Donc je pense que autant les Ukrainiens se sont lancés rapidement sur les drones et ont un succès absolument incroyable dans ce domaine-là, autant sur les missiles antiaériens, antimissiles, il va pas peut-être se passer un peu de temps avant qu'ils soient capables de produire en quantité ces armes. Et d'ailleurs, est-ce qu'on connaît la cadence de fabrication de ces missiles fabriqués en grande partie aux États-Unis, si je comprends bien? Eh bien, écoutez, un patriote, il faut à peu près un mois pour fabriquer un patriote, hein. Donc, compte tenu du nombre de patriotes qui ont été utilisés au Moyen-Orient, on estime à 3 ans le délai pour faire remonter le niveau des stocks de missiles là où ils étaient avant la guerre. Donc, vous voyez que les Américains, évidemment, sont extrêmement prudents sur l'utilisation. Ils sont toujours en guerre, même s'il y a un cessez-le-feu du côté de l'Iran, ont besoin de ces missiles et ils en ont besoin sur d'autres théâtres, comme en Asie par exemple. Général, vous avez le sentiment que le dossier ukrainien est devenu secondaire pour Donald Trump? Oui, mais vous savez, c'est comme le dossier libanais était secondaire pour Donald Trump. D'un seul coup, on l'a rappelé à la réalité, il est devenu important. Donc je pense qu'il veut laisser faire les Européens. Les Européens soutiennent beaucoup l'Ukraine, hein, 90 milliards de prêts, pas mal d'armements qui arrivent, mais il y a des trous dans la raquette, si j'ose dire. Et donc le président Trump est occupé à autre chose aujourd'hui. Et il va falloir voir comment on arrive à le ramener sur ce dossier en espérant qu'ils ne prennent pas le langage du Kremlin. Mais est-ce qu'il a véritablement diminué l'aide militaire, Donald Trump, aux Ukrainiens? Qu'est-ce qui a changé depuis son retour à la Maison-Blanche? Ah oui, il a considérablement diminué. Il a arrêté l'aide américaine à l'Ukraine. Il n'y a plus d'aide. La seule aide qui parvient, ce sont les financements européens qui achètent des armements américains. Et même ceux-là ont été suspendus pour l'instant compte tenu de la guerre en Iran. Donc c'est là qu'il va falloir reprendre l'angle, puisque globalement ces armements sont payés de façon à subvenir rapidement aux besoins de l'Ukraine. Mais pour le reste, il a pour l'instant tout arrêté. Et donc avec en face aux Ukrainiens des Russes déterminés qui ont inondé, on le disait il y a 48 heures, donc les antimissiles, la défense antiaérienne ukrainienne. Vous diriez que ces missiles Iskander lancés par les Russes, ça va devenir une tendance à long terme? Est-ce que la Russie a trouvé le moyen de reprendre la main en quelque sorte, ou ça ne changera pas le cours de la guerre? Non, mais il faut revoir l'origine de ces attaques importantes. En fait, la Russie, comme c'était indiqué dans le sujet précédent, piétine sur le terrain. Elle ne progresse plus alors qu'elle a lancé son offensive de printemps-été. Donc, ne progressant plus sur le terrain, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? C'est à faire craquer la population, faire craquer la politique ukrainienne. On dit toujours que ce sont les armées qui gagnent les batailles, mais les nations qui gagnent les guerres. Eh bien là, la Russie essaye, en faisant craquer la nation ukrainienne, de gagner cette guerre. Donc, d'une certaine façon, c'est une preuve de faiblesse, au-delà des crimes contre l'humanité qui sont faits, puisqu'on frappe des sites civils. Eh bien, il y a vraiment besoin de continuer à maintenir cette pression
face à la Russie en soutenant l'Ukraine.